Parfois, un simple document scientifique peut faire l'effet d'une petite bombe dans le débat public, surtout quand ça touche à des sujets aussi sensibles que l'intelligence humaine. Aujourd'hui, on va se pencher sur un de ces documents, une déclaration publiée en 1994 qui a tenté de calmer une véritable tempête médiatique en essayant de définir ce que la science disait, ou du moins ce qu'une partie de la communauté scientifique pensait à l'époque. Alors, pour bien comprendre pourquoi cette déclaration a vu le jour, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 1994. Et cette année-là, le débat public sur l'intelligence est, disons, particulièrement électrique. En 1994, la publication d'un livre, The Bell Curve, met véritablement le feu aux poudres. Ça a déclenché une énorme controverse dans les médias et dans le public sur la recherche en matière d'intelligence et surtout sur les questions de différence entre des individus et entre des groupes. Et face à ce qu'ils voyaient comme une vague de désinformation, un groupe de scientifiques s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Leur objectif, c'était de présenter au grand public ce qu'ils considéraient être les faits scientifiques établis, histoire de, en quelque sorte, remettre les pendules à l'heure. Attention, il faut bien comprendre que cet éditorial, ce n'était pas une nouvelle étude avec de nouvelles données. Non, c'était plutôt une sorte de guide, un résumé des découvertes que les signataires jugeaient solides. Le but, c'était vraiment d'éclairer le débat. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette fameuse déclaration ? Entrons dans le vif du sujet, et on va commencer par la base de la base, la définition même de l'intelligence. La déclaration commence par donner une définition très large de l'intelligence. On ne parle pas juste de l'intelligence des livres ou de la réussite scolaire, non. C'est une capacité bien plus profonde, celle de raisonner, de planifier, de s'adapter et d'apprendre de ses expériences pour comprendre le monde qui nous entoure. Le texte précise ensuite ce que les tests de QI sont censés mesurer, et surtout ce qu'ils ne mesurent pas. D'après le document, même si ce sont des outils psychologiques très précis, ils ne vont pas évaluer la créativité, le caractère ou d'autres traits de personnalité qui sont tout aussi importants. On en vient maintenant à certaines des affirmations les plus discutées, les plus débattues de cette déclaration, celles qui concernent l'importance de l'intelligence et ses origines. Alors concrètement, à quoi sert le QI dans la vie de tous les jours ? Eh bien, selon la déclaration, les scores de QI sont de puissants indicateurs de réussite dans plein de domaines, les études, la carrière et même certains aspects du comportement social. C'est présenté comme un facteur qui a une grande importance pratique. La déclaration s'attaque ensuite à la fameuse question de l'inné et de l'acquis. L'héritabilité du QI est estimée entre 0,4 et 0,8. Pour faire simple, ça veut dire que les gènes expliqueraient entre 40% et 80% des différences d'intelligence qu'on observe entre les gens. C'est un chiffre important qui souligne le poids du facteur génétique. Et c'est un mais crucial, la déclaration apporte tout de suite une nuance essentielle. Une forte héritabilité, ça ne veut pas dire que l'intelligence est gravée dans le marbre à la naissance. L'environnement joue un rôle absolument fondamental. C'est un point clé pour éviter de tomber dans des conclusions trop hâtives ou déterministes. On arrive maintenant à la partie la plus controversée du document, celle sur les différences observées entre les groupes. Et là, il est vraiment essentiel de rapporter très précisément ce que les signataires ont écrit. La déclaration commence par insister sur le fait que les courbes de QI des différents groupes se chevauchent massivement. Mais elle note aussi des différences dans les scores moyens observés à l'époque. Autour de 100 pour les Blancs, 85 pour les Noirs américains et un score intermédiaire pour les Hispaniques. Forcément, cette observation soulève une question centrale, une question énorme, que la déclaration elle-même pose d'ailleurs. D'où viennent ces différences de moyenne entre les groupes ? Et face à cette question brûlante, la réponse des signataires est, étonnamment prudente. Ils affirment qu'il n'y a pas de réponse définitive. L'environnement est sans aucun doute un facteur majeur, mais il estime qu'on ne peut pas non plus exclure un rôle pour la génétique. Bref, l'incertitude domine. Alors, ce consensus, en était-il vraiment un ? Pour le savoir, il faut s'intéresser un peu aux coulisses. Comment cette déclaration a été faite et comment la communauté scientifique a réagi ? Le processus a été, on peut le dire, assez expéditif. L'auteur a rédigé un texte, l'a fait relire par quelques collègues, puis l'a envoyé à une longue liste d'experts. La proposition, c'était simple, c'est à prendre ou à laisser, et vous avez quelques jours pour répondre. Alors, le résultat ? Sur les 100 experts qui ont été joints à temps, 52 ont signé. C'est une majorité, certes, mais on est loin d'un consensus unanime. Près de la moitié a refusé de signer. Et les raisons de ce refus sont très, très révélatrices. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Beaucoup de scientifiques, même s'ils étaient d'accord sur le fond, n'ont pas signé. Pourquoi ? Certains trouvaient le texte trop simpliste. D'autres avaient peur des conséquences sur leur carrière ou leur financement. Ça montre bien la pression énorme qui entourait ce sujet à l'époque. Cette citation de l'auteur du document résume parfaitement le dilemme. L'idée, c'est que même si ce n'est pas idéal de faire ça, ils ont senti que c'était leur devoir d'intervenir publiquement pour corriger ce qu'ils considéraient comme une déformation de leur science. Et on termine sur cette question qui résume toute la tension de cette histoire.
Cet épisode de 1994 nous oblige à réfléchir au rôle des scientifiques dans les débats de société. Est-ce leur devoir d'informer, même sur des sujets aussi explosifs ? Et comment s'assurer que l'information ne se transforme pas en prise de position ? La question reste plus que jamais ouverte.